Bonjour, je suis Lilia et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast d'Hello Bloom. Ici, nous donnons la parole à des femmes et à des hommes extraordinaires par leur force, par leur combat et leur histoire. À travers des témoignages aussi intimes qu'authentiques, nous aborderons ensemble des sujets essentiels dans nos vies et notre société, tout en partageant des idées qui peuvent résonner en chacun de nous. Car Hello Bloom, c'est bien plus qu'un podcast. C'est un espace de partage, un souffle d'inspiration et une véritable énergie collective. Alors prenez une pause, installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par des voix sincères et vibrantes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir immense de recevoir une femme inoubliable, Julie Meunier. Il y a 8 ans, je l'avais invitée dans une émission de télévision et depuis, elle n'a jamais quitté mon esprit. Julie Meunier, c'est une boule d'énergie et une combattante au sourire lumineux. Une amie qu'on aimerait tous avoir, authentique, drôle, sans filtre et surtout incroyablement inspirante. Dans cet épisode, Julie nous partage avec humour et légèreté comment elle a vécu son cancer du sein à seulement 27 ans. Elle revient notamment sur les moments difficiles comme l'annonce de son diagnostic à ses proches et les hauts et les bas de son traitement avec une sincérité désarmante. Préparez-vous à une conversation remplie d'humour, d'émotions et d'une belle dose de vie. Merci Julie d'être avec nous pour inaugurer cette aventure. Bonjour Julie. Et bonjour Lilia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors Julie, je te propose qu'on commence par le début. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles, quel âge tu as, où est-ce que tu habites, ce que tu fais dans la vie, si tu es mariée, si tu as des enfants, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Julie Meunier, je vais avoir 38 ans, je suis taureau, je suis la fondatrice d'une marque qui s'appelle Les Frangines. Il y a 10 ans, j'ai été touchée par un cancer du sein très agressif. Je suis une ancienne patiente. Je suis aussi maman d'une petite fille qui va avoir 3 ans dans quelques jours. Je suis mariée à un kiné. Et puis, je suis aussi auteure d'un livre qui s'appelle À mes sœurs de combat aux éditions Larousse. Les Frangines, c'est un projet professionnel qui découle de ton expérience personnelle. Comme tu viens de le dire, à 27 ans, on t'a diagnostiqué un cancer du sein. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé le diagnostic ? J'avais pas de symptômes du tout. J'étais même plutôt en forme. C'était donc début d'année 2015. Moi, depuis que je suis toute petite, ma maman, elle me dit, voilà, Julie, c'est important d'être acteur de sa santé. Donc, en janvier 2015, je prends tous mes rendez-vous, et notamment chez mon gynéco. Et en fait, donc, il m'ausculte et j'ai de la chance, et je le répète, j'ai de la chance parce que il arrive encore, mais de moins en moins souvent, que des gynécos ne font pas la palpation mammaire aux patientes. Moi, je l'ai eu, donc c'était une grosse chance. Et parce qu'à ce moment-là, quand il m'a touché la poitrine, il a senti une petite boule. Et comme c'était un médecin qui, je pense, avait dépassé l'âge de la retraite, quand il m'a dit ça, j'ai moi-même, en me rhabillant, cherché la boule et je l'ai pas sentie du tout. Je me suis dit, bon, je sais pas où il a senti une boule, mais moi je la sens pas. Et il m'a prescrit une crème aux hormones. Et quand il m'a dit ça, clairement, je suis même pas allée l'acheter. Je sais pas pourquoi. Et il valait mieux puisque, en fait, 3 semaines après, en mettant mon soutien-gorge, je sens quelque chose qui roule sous la baleine de mon soutien-gorge. Enfin, qui roule mais qui gêne. Et là, je commence à me palper et effectivement, je sens cette boule. Et elle était pas du tout petite. Et là, je dis, ah oui, elle est là la boule, effectivement, mais elle est pas petite et tout. Donc bon, j'y prête pas qu'à tout de suite. Et je retourne voir ma maman le week-end qui suit. Donc on était quand même à pratiquement 1 mois après avoir vu le médecin. Et je lui dis, maman, j'ai une boule au sein, tu veux pas toucher, tout ça. Et elle touche et elle a comme une réaction épidermique, comme si elle s'était piquée une rose. Et elle me dit, oh là là, j'aime pas du tout, est-ce que ça te fait mal? Et je lui dis, non, ça me fait pas mal. Elle me dit, en plus, ça te fait pas mal, j'aimerais que tu retournes voir ton médecin. À l'époque, j'étais juriste en droit immobilier. J'avais un métier qui me prenait beaucoup de temps, comme celui d'aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est vrai que je procrastinais beaucoup, on va dire. J'étais allée une fois déjà, voilà quoi. Donc bon, je suis pas retournée tout de suite, mais ma mère m'a téléphoné tous les jours jusqu'à ce que je lui dise, oui maman, c'est bon, j'ai repris rendez-vous chez le médecin. Donc ma mère, elle m'a vraiment donné la vie, elle m'a sauvé la vie, quoi. Comment est-ce que tu expliques l'inquiétude de ta maman ? Ma maman, elle a un truc très bizarre depuis que je suis toute petite, c'est qu'elle est un peu clairvoyante.
c'est un truc trop chelou, qu'elle veut pas assumer, que moi aussi je le suis, je veux pas l'assumer non plus. Donc du coup, voilà, elle est même agaçante parce que quand j'étais plus jeune et que je lui présentais des gens, elle me disait méfie-toi, cette personne elle va te faire du mal et tout machin. Et à chaque fois je disais arrête de me parler des gens, je veux pas savoir. Et à chaque fois parce qu'elle ne se trompait jamais. Et elle se trompe toujours jamais. Et c'est vrai que je pense qu'elle a eu un pressentiment. Et c'était cette réaction épidermique qu'elle a eue, en fait. Je pense que ça lui a transmis. En fait, quand j'en parle encore aujourd'hui avec elle, elle me dit, moi, de toute façon, Julie, le jour où tu m'as fait toucher, j'ai su. Donc, quand tu me l'as annoncé officiellement après avoir passé la batterie d'examens que tu es obligé de passer pour qu'on te dise que tu as un cancer, je n'ai pas pleuré quand tu me l'as annoncé parce que je savais. C'est l'instinct maternel ? Ouais, je pense. Ouais, ça faisait des semaines en fait qu'elle se préparait à ce que je lui dise maman j'ai un cancer. Donc c'est pour ça quand je lui ai annoncé, elle a absolument agi comme j'aurais jamais cru quoi. J'aurais jamais cru qu'elle réagisse comme ça. Moi je m'attendais à ce qu'elle s'effondre et tout et en fait pas du tout quoi. Ça a été un rock mais parce que voilà comme elle m'a dit, je me suis préparée pendant des semaines à ce que tu me l'annonces parce que je savais. Mais toi dans ta tête à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis ? Tu penses que c'est quoi ? Tu penses que c'est un ganglion, que c'est un petit kyste ? J'étais pas dans le déni, c'est juste que je suis quelqu'un de profondément positif, on va dire à 90% du temps. Et du coup, je me disais, c'est bon, il n'y a pas eu de cancer, de rien dans la famille. Pour le coup, j'ai été la première touchée par ça dans toute ma famille. Donc, je me suis dit, bon, il y a peu de chances que ce soit quelque chose de très grave. Avant que ce soit quelque chose de grave, ça peut être plein d'autres choses. Donc, on va pas tout de suite faire des plans sur la comète. Par contre, quand je suis retournée chez le médecin qui m'a réauscultée et qui m'a dit effectivement c'est pas du tout le même examen qu'il y a 3 semaines, ça a triplé de volume, je vais vous faire un examen plus complet des seins. Là, j'ai commencé un peu à avoir le trouillomètre à 10 000. À ce moment-là, est-ce que tu ressens plus d'inquiétude de la part du médecin ? Oui. Et là, le médecin me dit même, la crème que je vous ai prescrite il y a 3 semaines, vous l'arrêtez. Et je lui dis, non mais vous inquiétez pas, je ne l'ai jamais mise. Parce qu'en fait, la plupart du temps, et souvent chez les femmes plus jeunes, mais ça attention, ce ne sont que des statistiques, hein, c'est pas une généralité, hein, c'est hormonal, voilà. Donc comme cette crème était aux hormones, lui dans le doute, comme il savait pas si mon cancer était hormonal ou pas, il m'a dit arrêtez tout quoi. Et heureusement que j'avais pas pris cette crème parce que effectivement j'avais un cancer hormonal 100% récepteur oestrogène. Donc, heureusement que je n'ai pas mis cette crème, parce que c'est pas triplé de volume qu'elle aurait fait si j'avais mis la crème, ça aurait été, peut-être elle aurait fait x10, quoi. Parce qu'elle était passée de peut-être même pas 1 cm à 6 cm. C'est vrai que moi, pour le coup, autant quand je suis sortie de chez le médecin qui m'a dit t'as une boule, j'ai essayé de la trouver, je l'ai pas trouvée. Donc comme quoi, c'était un très bon médecin, même s'il avait dépassé l'âge de la retraite, il connaissait très très bien son métier. Parce que lui, il avait décelé cette boule, et moi non. Mais par contre, 3 semaines après, je pouvais plus passer à côté, ça c'est sûr. Elle était vraiment devenue imposante, gênante et anxiogène, quoi, par-dessus le marché. Grâce à ta bonne étoile, t'as trouvé un rendez-vous très rapidement à Nice, je crois, hein, c'est là que tu habitais à l'époque. Oui, je ne me suis pas arrêtée à je vais appeler un seul centre et puis prendre un rendez-vous et dire ok, j'attends 15 jours. Là, je commençais un peu à avoir peur en vrai, même si j'étais toujours un peu optimiste, j'avais peur. Et j'avais envie vite qu'on m'enlève cette idée en fait de ma tête. Donc je me suis pas arrêtée à un seul appel ni à 2 parce que j'en ai appelé 3 ou 4. J'ai continué d'appeler jusqu'à ce qu'on me dise demain. Voilà. Donc j'ai fini par appeler un centre et je l'ai su plus tard que c'était un centre à Nice qui était spécialisé dans le dépistage des cancers du sein. Et eux ils m'ont dit oui on a une place demain matin 8h. Donc là, j'ai rappelé les autres centres, parce qu'à chaque fois, je les prenais, les rendez-vous qu'on me donnait, parce que je voulais pas... voilà. Donc j'ai rappelé les autres centres pour annuler les rendez-vous en expliquant que j'avais trouvé un rendez-vous plus rapide. Donc du coup, je me suis, le lendemain matin de ce rendez-vous avec mon gynéco, de ce 2e rendez-vous avec mon gynéco, je vais faire mon échographie, ma mammographie. Et là, c'était quand même assez lunaire, parce que quand j'arrive, donc déjà, on te demande tes antécédents. Moi, j'en avais pas. Du coup, on me dit, ok, bon, vous avez pas d'antécédents, donc on va peut-être pas vous faire une mammographie parce que c'est envoyer des rayons X, c'est pas anodin. Donc on va s'en tenir à l'échographie. Moi, je râlais un peu, je disais, écoutez, il y a écrit échographie, mammographie, parce que tant qu'à faire, j'étais là, je voulais tout faire. Et la dame, elle me dit, écoutez, faites-nous confiance, on est référent, on a l'habitude. Ok.
Et en fait, le fait qu'elle m'ait dit ça, ça a contribué qu'à la suite, elle était un peu plus difficile. Parce que on me fait effectivement une échographie. Et derrière, on me dit, vous avez du temps devant vous parce qu'en fait, on va faire la mammo. Donc là, ton trouillomètre, il est vraiment en train de monter très très haut. Tu es toute seule à ce moment-là ? Et oui, je suis toute seule. Je suis toute seule parce que pour moi, c'est un examen de rien du tout, quoi. Encore une fois, j'étais hyper optimiste et pour moi, c'était un examen de routine. Donc j'avais prévenu absolument personne. À l'époque, je vivais encore avec mon ex-conjoint parce qu'on était séparés, mais on vivait ensemble. Il m'avait proposé de venir avec moi, mais je lui avais dit non, t'inquiète pas, c'est bon, j'y vais toute seule, quoi. Et donc, elle me fait ma mammo, et elle me dit de nouveau, écoutez, à la mammo, on voit rien parce que vous avez les seins denses, puisque vous êtes jeune, vous avez 27 ans, on a la poitrine qui est dense. Je vais vous refaire une écho. Alors là, tu te dis, ok, il y a quand même un truc à vérifier. Elle me refait l'écho, et là, à ce moment-là, elle me dit, est-ce que vous avez encore du temps devant vous ? Je lui dis, écoutez, je prends tout le temps qu'il faut, c'est pas grave, j'expliquerai à mon patron, il comprendra. Et elle me dit, parce que je vais vous faire une biopsie. Et là, encore une fois, c'est une chance, parce que, généralement, tout ce que je t'explique là, ça se fait en plusieurs temps, ça se fait pas d'un coup. Même des fois, tu vas pas faire l'écho au même endroit que tu fais ta mammo, ça dépend où tu habites, c'est très compliqué. Moi, j'ai eu du bol d'avoir un centre où on pouvait faire l'écho, la mammo, et alors je savais même pas, les mecs, ils faisaient même la biopsie. Bon, du coup, elle me dit, voilà, on va prendre du temps parce que j'aimerais vous faire la biopsie tout de suite. Donc là, alors, pour le coup, j'étais pas prête du tout, hein. Et je ne savais absolument pas ce qu'était une biopsie à ce moment-là, hein. Et là, elle me fait, donc elle m'explique qu'elle va faire des carottages dans ma poitrine et que elle va aller chercher des morceaux du nodule pour l'étudier et savoir qu'est-ce que c'est. Et donc, là, elle me fait 8 carottages. Bon, elle m'endort le sein, on le fait pas ça à vif, hein. Elle m'endort le sein et elle fait 8 carottages et on sent juste quand elle va carotter dans le nodule parce que lui il est innervé, on va dire, il est ramifié. C'est la différence notamment, et ça je l'ai su qu'après, par rapport à un kyste qui va être quelque chose qui a des contours bien définis. En fait, une tumeur, elle est ramifiée, elle a des terminaisons sanguines, elle va s'accrocher un peu partout. C'est un peu comme un être vivant en fait. Mais c'est complètement ça. C'est complètement un être vivant, en fait. Et du coup, là, bon, quand elle prélève là, ça fait comme un petit pincement. Donc, elle m'en fait 8 comme ça. Et moi, je lui dis à ce moment-là, bon, je commençais un peu à pleurer, hein. J'avais un peu la larme à l'œil. Et je lui dis, écoutez, docteur, vous avez l'habitude de faire ça. Ça peut être bénin. C'est pas obligé que ce soit malin, en fait. Et là, elle me dit, en toute bienveillance, elle me dit, écoutez, j'aimerais me tromper, mais par expérience, je sais que c'est pas bon. Et là, moi, je switch dans ma tête. Je pense qu'elle a dû me prendre pour un ovni à ce moment-là. Et je lui dis, ok, est-ce que je peux prendre l'avion ? Parce que demain, je dois partir à Paris. J'ai un rendez-vous super important au mondial du tatouage. J'allais me faire mon premier gros tatou, en fait. Et j'avais que ça en tête. Et en gros, enfin, ça, c'est ma façon à moi de fonctionner quand il y a un truc qui bug. Je me mets dans autre chose et vite pour passer à autre chose, en fait, et pas sombrer, quoi. Donc, c'est quoi ? C'est une forme de déni, une façon de te protéger ? Ouais, je pense que c'est un peu un instinct de survie aussi, quoi. Je sais pas. En tout cas, voilà, je lui dis ça et elle me dit, écoutez, oui, j'y vois pas du tout d'inconvénient. Si vous avez mal, prenez du Doliprane. Donc, c'est ce que je fais. Je prends mon avion, je vais à Paris, je fais mon rendez-vous, tout ça. Ce tatouage, pour moi, il a une certaine signification, mine de rien, hein. Je l'ai fait le lendemain de ma biopsie. C'est un manekineko, tu sais, c'est des chats japonais avec la patte, là, comme ça. C'est des porte-bonheur. Et comme quoi, j'avais bien choisi ce tatouage à l'époque. Et je l'aime énormément, d'ailleurs, c'est un de mes préférés. Ouais, j'ai l'impression qu'il m'a porté bonheur tout le long de mon parcours et que il fallait que je le fasse à ce moment-là. C'est fou, en fait. Ton cerveau, il a fait on-off pendant ce week-end à Paris. Complètement. Oui. Alors, pendant ce week-end à Paris, alors, je suis hébergée chez une amie à moi, très chère. Elle m'avait organisé une super soirée au Paradis Latin. C'était le tout début des chauffeurs Uber et tout, donc c'était assez... Enfin, pour moi, c'était très exotique. Donc, elle m'avait commandé un chauffeur Uber. On était partis toutes les deux au Paradis Latin. On avait fait la soirée là-bas. Franchement, c'était une soirée juste incroyable et elle tombait juste à pic après la matinée que je venais de passer. Et fatalité, donc il se passe le week-end et je reste à Paris jusqu'au mercredi. Je reprends l'avion le mercredi. Entre-temps, il s'est passé un truc pas très cool. Dans le métro à Paris, je crois que c'était le lundi, mon téléphone sonne et là, on me dit... c'est le centre. Bon, je vais pas les
Je vais pas les viser là comme ça en podcast, ce serait pas sympa parce que derrière ils m'ont sauvé la vie quoi. Je vous appelle pour votre rendez-vous. Et là j'ai dit quoi? Parce que j'ai compris tout de suite. J'ai dit comment ça mon rendez-vous? Et là ça coupe parce que j'étais dans le métro et à l'époque on captait pas dans le métro. Et donc là je sors sur le Champ de Mars et je m'effondre dans l'herbe en pleurs. Vraiment, je me rappelle après m'être regardée dans un miroir, on aurait dit The Crow parce que tellement que mon maquillage avait coulé. J'étais face à la Tour Eiffel, en pleurs, quoi, et je me suis dit, ok, je suis jamais montée sur la Tour Eiffel, je vais monter sur la Tour Eiffel. Et donc j'ai marché jusqu'à la Tour Eiffel, et je suis montée sur la Tour Eiffel, jusque tout en haut, j'ai même pris une coupe de champ là-haut, solo, parce qu'il fallait que encore une fois, que je passe à autre chose, en fait. En vrai, quand je suis rentrée à Nice, quand l'avion a atterri sur le tarmac, dans ma tête, je me vois très bien me repenser ça, me dire « Ok, là, je suis en train d'atterrir dans une autre dimension de ma vie. » Parce que ma vie va changer à partir de ce moment-là, et je le sais, parce que j'ai eu cet appel. Il y avait mon ex-compagnon qui m'attendait à l'aéroport et qui m'a amenée à l'hôpital. D'ailleurs, tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais après ma biopsie, en vrai, il m'attendait en bas de l'immeuble. Mon ex-compagnon. Comme si, je sais pas, il sentait que, je sais pas. Voilà, on avait grandi ensemble, on avait passé pratiquement 10 ans de notre vie ensemble, on était très connectés, juste voilà, c'était la fin d'une histoire, d'amour en tout cas. Mais c'était le début d'une forte amitié. Et il est avec moi au rendez-vous, il a été toujours là tout du long, hein. Et en fait, il a dans le bureau du médecin, le médecin, il devait avoir 4 ou 5 ans plus que moi, pas plus, hein. C'était une jeune médecin super géniale. Et elle m'a annoncé mon cancer. C'est vrai que souvent, il y a beaucoup de patients qui disent « Oh là là, c'est horrible l'annonce, mais en même temps, comment on peut annoncer ça à quelqu'un, en fait? C'est hyper compliqué, quoi. » Mais moi, la médecin qui me l'a annoncé, elle me l'a super bien annoncé. Elle m'a dit « Voilà, Julie, j'ai vos résultats. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Par laquelle on commence ?» Bah, je lui dis « Écoutez, commencez par la mauvaise, comme d'hab, quoi. Parce qu'au moins, il y aura la bonne pour rattraper le reste. » Et elle me dit, donc, vous avez un cancer du sein, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe, un traitement et un essai clinique notamment, qui a des très très bons résultats, donc on va pouvoir vous soigner. Et là, le mot était lâché, mais derrière, elle me proposait une solution. J'avais un peu de larmes qui coulaient, mais c'était pas le gros drama, quoi. Je me suis pas effondrée. Je l'ai écouté, mais par contre, trop bizarre, la première question que je lui ai posée, c'est « Ok, je vais perdre mes cheveux ?» Et là, elle m'a dit « Écoutez, on a encore pas mal d'examens à faire pour pouvoir répondre à toutes ces questions, parce que ça va dépendre du traitement que vous allez recevoir, mais oui, il y a de fortes chances que vous perdiez votre cheveu. » Et la deuxième question, ça a été « Ok, et vous allez m'enlever mon sein ?» Et là, elle me dit, pareil, ça va dépendre du traitement, ça va dépendre de comment votre corps reçoit le traitement. Je peux pas vous répondre tout de suite à ça. Et je pourrais vous répondre plus tard. Et du coup, la troisième, ça a été, et est-ce que je vais m'en sortir? C'est fou que ça a été vraiment des attraits, on va dire, plus d'ordre physique qui m'ont contrarié dans les premières questions plutôt que est-ce que je vais m'en sortir? Ou alors, est-ce que je voulais vraiment poser cette question à la fin parce que c'était la question la plus dure? Et là, elle m'a dit, encore une fois, la même réponse. Ça va dépendre de plein de choses, mais en tout cas, on va tout faire pour que vous vous en sortiez. En quelques secondes, c'est toute ta vie qui bascule. Eh ben, en fait, j'ai eu l'impression qu'une météorite me tombait sur la tête, quoi. Clairement. En fait, vraiment, je me suis dit... je crois que t'as plein de questions qui te traversent. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Voilà, je pense que ça, c'est une des premières qu'on doit se poser. J'ai été sportive de haut niveau pendant mon enfance. J'ai toujours fait du sport, ça a fait partie de ma vie, le sport, et ça le fait encore partie aujourd'hui, de ma vie. Je buvais pas, je fumais pas, tout ce qu'on peut te dire, il faut pas fumer, il faut pas boire, faut faire attention à ce qu'on mange et tout machin. En tout cas, je cochais beaucoup de cases. J'étais pas encore végétarienne à l'époque, mais je mangeais pas beaucoup de viande. En tout cas, je comprenais pas d'où ça venait, quoi. Et je sais pas, on cherche la réponse. On se dit pourquoi, en fait. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi moi? Pourquoi? Et ça, c'est une vraie perte de temps dans le cadre de cette maladie, en tout cas, que de se poser trop longtemps la question
Mis à part si, au bout d'un an, les analyses génétiques reviennent et qu'on peut mettre la faute sur le gène, qui peut être un début de réponse au pourquoi, et encore que, parce que voilà, l'expression du gène, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais l'expression du gène, elle se fait ou elle se fait pas. Même si tu as le gène, tu as une chance sur 2 de ne pas développer la maladie. Et des fois, c'est toi qui vas créer ce gène, c'est même pas ta famille qui l'a. Enfin voilà, donc... Tout à fait, c'est ce qui s'appelle être de novo. Exactement. De novo, ouais. En tout cas, moi, c'était pas mon cas. J'ai pas le gène. Je suis pas de novo. Ma famille, personne ne l'a. À date, peut-être qu'il y a quelque chose, mais qu'on ne connaît pas encore. De ce qu'on connaît, je ne l'ai pas. Donc, c'est juste la faute à pas de chance, quoi. Je sais pas, c'est la faute à facteurs environnementaux. En tout cas, c'est quelque chose auquel on peut difficilement répondre. Donc, chercher la faute à qui, à quoi, bon, voilà. Pendant longtemps, j'ai cherché et je me suis rendue malade, c'est le cas de le dire. Et si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut essayer d'apprendre rapidement à dealer avec ça, c'est-à-dire à se dire, ok, je suis malade. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien pendant cette période, en tout cas. C'est de pas essayer de s'attarder sur cette fameuse question du pourquoi, parce que elle peut nous pourrir la vie. Enfin, moi, en tout cas, elle m'a pourri la vie. Après, je suis passée par toutes les phases, hein. Je suis passée vraiment par toutes les phases. Je pense que je suis passée par la phase de la colère, la phase de la tristesse, la phase de l'acceptation après au bout d'un moment, et puis ensuite la phase du rebond, quoi. Tu vois, je pense que c'est un peu le parcours qu'on a sur ce fameux chemin de la résilience, comme on appelle, même si j'aime pas trop en fait parler de résilience, même dans mon cas, même si derrière j'ai créé une entreprise autour de ça. Je pense que la résilience, on est tous résilients parce qu'on fait tous comme on peut avec les armes qu'on a. Voilà. Moi, j'ai fait avec les armes que j'avais et que ma mère m'a appris. J'ai une forte pugnacité, mais ça, je pense que c'est ma force de caractère. Et puis, j'ai cette capacité à switcher, à pivoter, mais pareil, ça c'est quelque chose que j'ai depuis toute petite. Voilà. Donc, on fait tous comme on peut avec les armes qu'on a. Et si dans sa vie, son but c'est de retourner dans sa vie d'avant, c'est aussi être résilient, en fait. Donc, moi, ça n'a pas été le cas. J'ai pas voulu retourner dans ma vie d'avant. J'ai voulu faire autre chose parce que j'avais compris que du jour au lendemain, la vie pouvait basculer et qu'il fallait que je vive la vie que moi j'avais rêvé et que j'arrête de vivre la vie qu'on avait rêvé pour moi. Voilà. Donc c'est pour ça que, mis à part que la maladie revienne, plus grand chose ne me faisait peur. Donc je me suis dit, allez, je me lance dans tout ce que je souhaite. À l'époque, voilà, j'avais repris l'école de dessin parce que je voulais me mettre au tatouage, parce que j'avais fait droit parce que mes parents s'inquiétaient de me voir devenir tatoueuse. Tu m'étonnes, le grand écart. Grand écart de ouf. Mais après, au final, je les remercie de m'avoir conforté dans ce droit, parce que ça m'a beaucoup aidé derrière pour ma création d'entreprise et pour pour tout ce que j'ai créé, parce que j'avais les outils, on va dire juridiques en tout cas, et cette capacité de travail que m'a inculqué l'étude du droit en tout cas. Donc je regrette pas du tout, mais c'est vrai que pendant ma maladie, je me suis dit, bon, pour la première fois de ma vie, je suis en arrêt maladie et pour un petit moment, qu'est-ce que je vais faire ? Mis à part me soigner, il fallait aussi que je fasse des choses. Et ça m'a beaucoup aidé de me dire, ok, j'ai un temps pour moi, parce qu'on a souvent tendance, et quand on est des gens empathiques et tout, aussi à un peu s'oublier. Moi, je sais que je faisais passer tout le monde avant moi. Après, bon, je le fais toujours, même si j'ai pris conscience d'eux. Mais aujourd'hui, j'ai appris à me garder des temps aussi pour moi, parce que c'est important, et je parle aussi pour les accompagnants, parce que c'est pas facile d'être un accompagnant et d'être un aidant, parce que on se donne corps et âme à la personne qu'on veut aider, mais aussi il faut pas s'oublier. Ça c'est quelque chose, moi je l'ai vu avec ma mère, j'essayais de lui dire de pas s'oublier, mais c'était impossible pour elle. Elle me disait ne me dis pas ça. Moi, si je pourrais, je prendrais ton mal. Ne me dis pas de ne pas m'oublier. Pour moi, c'est ma priorité, c'est toi, c'est pas moi. Comment est-ce que tu as annoncé à tes proches que tu étais atteinte d'un cancer du sein ? Comme j'avais peur pour ma mère, parce qu'on a des liens très forts, elle et moi, on a vécu des choses très difficiles quand j'étais petite et tout, et on a toujours été très, très fusionnels.
J'avais vraiment très peur de sa réaction et j'avais peur de lui briser le cœur. Et je crois que ça, c'est vraiment la sensation qu'ont tous les gens qui tombent malades quand ils doivent l'annoncer à leurs proches, c'est la peur de faire de la peine aux autres. Voilà, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et c'est vrai, moi, ma mère, j'ai vraiment cru que j'allais lui annoncer la pire bêtise de toute ma vie. Alors que c'était pas une bêtise, j'étais juste malade, mais j'ai eu cette sensation de devoir lui annoncer le truc le plus grave que j'ai fait de toute ma vie. Et en fait, du coup, je me suis vachement rabattue sur mon beau-père. Donc c'est à mon beau-père que je l'ai annoncé en premier. Je lui ai dit voilà, je te le dis, je l'ai appelé. Je lui ai dit je te le dis, c'est la merde. J'ai un cancer. Il va falloir que tu prépares maman. Il va falloir que tu sois là pour elle. Parce que je vais venir tel jour, telle heure, et je vais lui annoncer. Et il va falloir que tu sois là, que tu sois forte. Enfin, vraiment, le mec, je lui ai mis une pression de fou. Mais parce que je sais pas, et c'est pas bien, mais je pense que inconsciemment, je me suis dit, c'est l'homme de la maison, c'est le mari de ma mère, il sera là pour elle, il va la soutenir et tout, et j'ai pas du tout fait cas de lui ses démons, lui ses peurs, lui son amour qu'il avait pour moi, enfin, j'ai pas du tout fait cas de ça, quoi, en fait. Je lui ai balancé le truc comme ça. D'accord. Et après coup, je me suis rendu compte que ça avait été très dur pour lui. Parce qu'il t'en a parlé ? Non, il m'en a pas parlé, mais il a eu des réactions qui ont fait que j'ai compris. Parce qu'un jour, on s'est embrouillé, et il m'a dit, mais moi, qui c'est qui s'inquiète de comment je vais, en gros. Et j'ai compris qu'en fait, oui, j'avais pas du tout été pédagogue, je l'avais pas du tout protégé, et je lui avais balancé un secret qui était terrible et qu'il devait garder le temps d'eux, et lui, il était au courant, et il avait même plus regardé ma mère dans les yeux, quoi, presque. Parce qu'il savait que j'étais malade, mais que je lui avais toujours pas dit, enfin, je l'ai vraiment mis dans une situation, et je m'en excuse, hyper compliquée. Et donc, du coup, quand je l'ai dit à ma mère, voilà, je lui ai dit sans jamais prononcer le mot cancer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ma mère, elle a perdu dans sa jeunesse une de ses meilleures amies d'un cancer. Et la génération de nos parents, ils ont beaucoup associé le mot cancer à mort. Aujourd'hui, on le fait malheureusement encore, alors que, effectivement, on en décède toujours, et c'est tragique. Mais par contre, on le soigne de mieux en mieux aussi. Et il y a des traitements qui existent pour améliorer la qualité de vie des patients et aussi l'augmenter quand il y a des cancers métastatiques notamment. Aujourd'hui, on peut vivre plus longtemps même avec un cancer, et ça, on a tendance aussi à l'oublier. Et du coup, c'est vrai que le mot cancer a toujours cette résonance avec le mot mort. Et ma mère, en tout cas, et mes parents, ma mère et mon beau-père, pour eux, cancer était égal clairement à mort. Donc j'ai réussi à lui dire, voilà maman, effectivement j'ai une tumeur et elle est maligne, mais il y a un traitement qui existe et je vais bénéficier d'un essai clinique, et voilà. Donc en fait, je lui ai dit, une fois que je savais dans quoi j'allais, une fois qu'en fait tout était maîtrisé, on va dire, et que j'étais pas dans l'expectative pour pas l'angoisser plus. Je suis allée avec un business plan, quoi. Je lui ai dit, voilà, ça va se passer comme ça, il va y avoir ça dans 3 mois, ça dans 6 mois, ça dans 8 mois. Enfin voilà, je lui ai exprimé le business model, quoi, pour que ce soit le moins anxiogène possible pour elle. Et effectivement, elle a pas pleuré. Elle m'a pris dans les bras, elle m'a dit, ma chérie, je serai là et on va se battre ensemble comme on s'est toujours battus ensemble. Parce que je t'avoue qu'il y a des gens à qui je l'ai annoncé, qui se sont, genre des amis, qui se sont tapés la tête contre un mur, quoi, devant moi. Mais j'étais genre... J'ai passé pas mal de temps à consoler les autres de ma propre maladie. Il y a un côté un peu culpabilisant, j'imagine. Ouais, c'est dur ça. De dire non mais t'inquiète pas. Et puis tu sais, de te voir frontalement, ça te renvoie à chaque fois au fait que tu as un truc super grave, que peut-être tu vas pas t'en sortir, et que du coup ça rend triste les autres. Et ça, tu te le prends au début dans les annonces tous les jours en pleine face. Mais bon, ça a pu me mettre en colère, ce genre de réaction. Mais avec le recul, je me dis qu'en fait, les gens, ils ont fait comme ils ont pu avec les armes, encore une fois, avec les armes qu'ils avaient. La maladie, ça fait peur, ça renvoie à ses propres peurs, et ces gens, ils ont réagi comme ils ont pu, en fait, voilà. Et aujourd'hui, j'ai pardonné tout le monde, même des fois sur des remarques qui étaient complètement déplacées vis-à-vis de la maladie et tout, quand on disait « Ah, ça va, t'as juste un cancer du sein, c'est celui qui soigne le mieux », t'as envie de dire, ouais, bah écoute, tu vas aller à la chimio à ma place la semaine prochaine, et puis après on débrief, quoi. Mais à l'époque, ça me mettait hors de moi. Mais aujourd'hui, quand je croise des sœurs de combat, ou que j'ai l'occasion de discuter tous les jours avec des sœurs de combat, notamment sur les réseaux sociaux des frangines, ou même des fois je reçois des emails et tout, et je ne laisse jamais un message sans réponse,
et encore plus quand c'est un message de détresse d'une personne qui se pose des questions par rapport à la maladie et tout, quand vient le sujet des remarques des gens, j'essaie de leur dire que, en fait, mets-toi à sa place. Qu'est-ce que toi tu dirais, en fait, à quelqu'un qui t'annonce un cancer et tout, même si tu es passé par là? Aujourd'hui, moi encore, je peux être maladroite alors que je suis passée par là. C'est pas facile d'avoir les bons mots, c'est pas facile d'avoir les bonnes réactions, et juste d'être indulgent avec les autres, parce que juste ils font comme ils peuvent, quoi. Et ça, je l'ai vachement... Cette maladie m'a fait gagner en maturité, parce que on n'est pas dans la tête des autres et on connaît pas l'histoire des autres. Moi, il y avait des fois où, je sais pas, par exemple, j'étais en chimio, et j'avais quelqu'un en voiture qui s'en prenait à moi parce que, je sais pas, je roulais pas suffisamment vite à son goût, ou j'aurais pu passer alors que je pouvais, enfin moi je pouvais pas. Pour moi, si je passais, je me faisais couper en deux, quoi. Et là, tu te fais klaxonner, tu te fais insulter et tout. Et c'est vrai que j'ai eu des fois des réactions quand j'avais ce genre de situation qui se présentait, très excessives, hein. C'est-à-dire que je sortais de la voiture et j'enlevais instantanément ma perruque pour dire mais ça c'est une leçon de vie, tu vois, tu sais pas ce que les gens ils traversent dans leur vie, donc ça, ce que t'es en train de faire là, de me traiter de... Voilà, tu le fais plus. C'était violent comme réaction, tu fais pas ça à quelqu'un. Je me rappelle la tête des gens, à chaque fois ils étaient là, c'était horrible pour eux, quoi, de faire ça. Avec du recul, jamais plus je fais un truc pareil, parce que moi je sais pas cette personne ce qu'elle vit dans sa vie. Peut-être qu'elle me klaxonne parce que, je sais pas, elle a sa grand-mère à l'hôpital qui est en train de décéder et il faut qu'elle aille vite à l'hôpital. Tu vois? J'en sais rien. Donc aujourd'hui, ça m'a appris à vachement relativiser. Bon, même si des fois, je continue à m'agacer en voiture, hein, je reste un être humain. Hein. Mais en tout cas, de se dire, quand quelqu'un nous dit quelque chose d'un peu déplacé ou d'un peu, voilà, qu'on n'est pas dans sa vie, qu'on sait pas ce que lui-même traverse et que faut être un peu indulgent, quoi, avec les autres. Mais les gens, ils réagissaient comment quand tu sortais de ta voiture et que tu enlevais ta perruque? Ah en fait, généralement, ils sortaient aussi quand ils voyaient que moi je sortais. Et quand j'enlevais ma perruque, ils faisaient 3 pas en arrière, quoi. Comme si ça allait leur sauter dessus. C'était assez... Et ils étaient là et ils disaient plus rien. Et un jour, là où j'ai vu que j'étais allée... Parce que je l'ai fait 2 fois, ça. Là où j'ai vu que j'étais allée trop loin, c'est quand la personne, d'un coup, elle a eu les larmes qui sont montées dans ses yeux, quoi, et qu'elle est remontée dans sa voiture, et j'ai compris qu'elle s'est sentie comme la dernière des merdes, et en fait, c'est pas bien d'avoir fait ça, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, Julie, tu vas trop loin, c'est pas toi, t'es pas comme ça. Ok, t'es en colère, mais c'est pas la faute des gens. Tu sais pas ce que cette personne, elle vit. Ok, elle t'a agressé. Ok, peut-être qu'elle méritait que toi aussi, tu lui dises un mot pas gentil, mais pas ça, quoi. Aujourd'hui, alors, il y a des choses qui me manquent dans ma vie, et je pense comme toute personne qui traverse quelque chose de difficile, moi ça a été un cancer, il y en a ça va être d'autres choses, hein, la maladie d'une personne, le décès d'une personne, enfin ça peut être, on en traverse plein des épreuves, voilà, dans la vie. Malheureusement c'est la vie, elle est comme ça, elle est faite de haut et de bas, elle est capable du pire comme du meilleur, et ça faut pas l'oublier qu'elle est aussi capable du meilleur. Mais elle nous donnera du pire, ça c'est sûr, c'est comme ça, ou alors il faut vraiment avoir beaucoup de chance, quoi. Mais je connais pas quelqu'un qui me dit pas qu'un jour il a pas traversé une difficulté. Moi, ce qui me manque, c'est cette insouciance, une certaine insouciance, qui est quand même quelque chose aujourd'hui que je revis grâce à ma fille. Quand je la regarde et je vois toute cette insouciance et tout, je trouve ça beau. Mais par contre, ça m'a fait gagner 30 ans de maturité. Je suis plus du tout la même personne qu'avant cette maladie. Je pense être devenue quand même une meilleure version de moi-même. J'imagine que tu as tout un protocole médical qui s'est mis en place. Comment ça s'est passé? J'ai eu 18 mois de traitement. Donc j'ai eu 24 chimios, 2 opérations, et là je viens de faire ma 3e et dernière, si tout va bien. 10 ans après. Mais bon, ça c'était parce que moi je le voulais bien, hein. C'était pas ce qu'on me demandait, hein. C'est juste que moi j'en avais marre des opérations. Donc 24 chimios, 2 opérations, 40 séances de radiothérapie, et après j'ai eu l'hormonothérapie. C'est quoi l'hormonothérapie? En fait, l'hormonothérapie, alors ce n'est pas un traitement hormonal. Le mot hormonothérapie, on peut croire que c'est un traitement hormonal. En fait, quand tu as un cancer hormonal, on va dire que tes hormones viennent nourrir les tumeurs cancéreuses. En fait, ton cancer se nourrit de tes hormones parce que tu sais, le principe, sur ton cancer, il y a une serrure et les hormones, elles ont une clé. Et en fait, les hormones, elles rentrent la clé dans la serrure du cancer et le cancer grossit, en gros. Pour te faire imager, hein, grossièrement, comment ça se passe. Et en fait, l'hormonothérapie vient, en gros, boucher les serrures. En fait, ça empêche
le cancer de se nourrir de tes hormones. Voilà, tout simplement. C'est ça l'hormonothérapie. Alors c'est une chance, ça j'aimerais le dire, même si elle est des fois pas très bien tolérée. C'est vrai qu'elle peut avoir des effets secondaires aussi, l'hormonothérapie, sur des femmes, même sur des hommes, parce que les hommes peuvent avoir des cancers du sein, c'est important de le dire. C'est 1% des cas, mais il y en a, et ils peuvent aussi avoir des cancers hormonodépendants. Donc c'est important aussi de le rappeler. Mais en tout cas, l'hormonothérapie peut effectivement apporter des effets secondaires qui sont pas faciles à vivre au quotidien. De quel type ? Du type j'arriverai pas à le dire. Fibromyalgie. Voilà, fibromyalgie. Ouais, j'arrive pas à le dire. Fibromyalgie. Et puis, tu sais, en fait, la chimio, elle attaque toutes les terminaisons nerveuses, notamment au bout des doigts, des pieds et tout, et en fait, c'est irréversible, et du coup, ça te donne comme des fourmillements et des picotements à vie au bout de tes doigts et au bout de tes pieds. Ça, c'est un effet secondaire que peut amplifier, en fait, l'hormono, la prise de poids, les bouffées de chaleur. Bon, après, il y a des sécheresses absolument universelles. En fait, dans ta qualité de vie, après tout ça, on va dire que ça peut avoir un impact qui n'est pas bénéfique sur ton moral. Par contre, il est bénéfique pour encadrer la maladie. Et c'est une chance de pouvoir bénéficier de l'hormonothérapie parce que ça diminue les récidives en fait. Et quelle est la différence entre hormonothérapie et chimiothérapie ? Alors la chimiothérapie, c'est un produit qu'on t'injecte grâce à un cathéter sous-cutané en gros. Et en fait, la chimiothérapie, elle vient, excuse-moi le terme, mais tout dézinguer. Elle dézingue toutes tes cellules, qu'elles soient saines ou pas saines. Donc en fait, c'est du desktop absolu, ça brûle tout. C'est pour ça que tu perds tes cheveux en fait, c'est parce que ça vient même toucher les cellules de ton cuir chevelu. Et en fait, ça vient surtout toucher les cellules qui se multiplient rapidement. Donc toutes les cellules, la division rapide, c'est surtout elles que la chimiothérapie vient cibler. Donc voilà, tout ce qui est follicules pileux qui se régénèrent rapidement, c'est dézingué. Ovocytes, c'est dézingué. Tout est dézingué. Et l'hormonothérapie, elle est complètement différente. Toi, tu as eu les deux du coup ? Moi, j'ai eu les deux, ouais. Parce que j'avais un cancer hormonodépendant. Et j'ai eu l'immunothérapie aussi. Donc ça, c'était le traitement d'essai clinique, qui était injecté après coup. J'ai eu 15 injections de ça. Et en fait, il y avait beaucoup moins d'effets secondaires. Aujourd'hui, sur l'immunothérapie, il y a vraiment presque plus du tout d'effets secondaires. C'est vraiment très très bien toléré. Et pareil, ça c'est une avancée scientifique, l'immunothérapie, qui a des résultats vraiment très impressionnants sur certains types de cancers. Et maintenant, on le met même parfois en adjuvant avant les chimios et tout, quoi. Donc l'immuno, ça a vraiment fait ses preuves. Moi, j'ai eu la chance aussi, encore une fois, d'en bénéficier. Je suis désolée de dire la chance beaucoup, mais c'est parce que je suis reconnaissante de cette chance que j'ai eue d'avoir des traitements efficaces, de dernière pointe, j'ai envie de te dire, puisque j'étais en essai clinique, qui m'ont sauvé la vie. 10 ans après, je suis encore là pour en parler. Je touche du bois, pas eu de récidive, de rien. J'ai même réussi finalement à avoir un bébé. Donc, voilà, c'est pour ça que je parle de la chance, et puis surtout la chance d'être en France et que mon traitement a été pris en charge par la sécurité sociale. Moi, quand j'ai pris mes relevés et que j'ai fait une addition, il y en avait pour plus de 150 000 € de traitement. Si j'avais pas été française, je serais peut-être plus là en train de te parler, parce que j'avais pas une maison à vendre pour me payer mon traitement, tu vois. Ton traitement, il a duré 18 mois, si j'ai bien compris. Ouais, d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais, une des premières questions que j'ai posées au médecin, c'est de savoir si j'allais perdre mes cheveux. Est-ce que je peux te demander quand c'est arrivé et comment tu as vécu ce moment-là de ta chimiothérapie ? Oui, c'est arrivé rapidement. Alors moi, on m'avait dit 21 jours après la première chimio, et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai perdu les cheveux le jour de mon anniversaire. 21 jours après ma première injection. Donc, en termes de sensation, ça fait comme quand tu fais un chignon très serré sur ta tête et que tu enlèves l'élastique. Il y a une sensation de délaissement, en fait, ça fait une sensation chelou au niveau du cuir chevelu. Mais en fait, ça fait ça quand tu as l'amorçage de la perte des cheveux qui s'annonce. Et le premier, alors il y a 3 symptômes. Le premier, donc, c'est la perte notamment des poils pubiens. Alors, je sais pas pourquoi ceux qui se font la malle en premier.
Par contre, ceux des jambes, ils partent jamais. Ceux-là, t'aimerais bien que, tu vois, on s'en fout, quoi. Mais non, ceux-là, jusqu'à la fin, même, tu les gardes. Donc, t'as les poils pubiens. Après, t'as cette fameuse... Non, c'est pas ça d'abord. D'abord, t'as le cheveu qui devient très terne. D'un coup, ton cheveu, je sais pas, il a une couleur chelou. Il est plus brillant. Il est comme mort, quoi, en fait. Ils perdent en vigueur. Ah ouais, complètement. Et puis, ensuite, t'as cette sensation qui apparaît. Et là, tu mets la main comme ça et dans tes cheveux, tu passes ta main dans tes cheveux et puis t'en as plein sur tes doigts. Après, tu perds pas tes cheveux d'un coup et tu les perds pas tous. Parce que entre 2 cycles de chimio, en fait, comme c'est encore une fois, c'est des cellules qui se reproduisent vite, du coup, t'as les cheveux qui repoussent un peu. Parce que moi, j'avais une injection toutes les 3 semaines. Donc en 3 semaines, une fois que l'injection était passée, que les cheveux étaient tombés, hop, et les cellules, elles reprenaient, touc, et puis elles repoussaient. Donc tu perds pas 100% de tes cheveux, il reste à peu près 20% sur ta tête. Mais 20%, c'est très 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 peu. Et du coup, visuellement, on dirait que t'es chauve. Donc moi, je me suis fait tondre. J'ai pas voulu. Ouais. Le jour d'anniversaire, quand j'avais fait une petite coupe courte, parce que j'avais les cheveux très longs. Du coup, quand j'ai commencé mes chimios, après j'ai coupé aux épaules, après j'ai fait un petit carré. Ensuite, j'ai fait une coupe courte à la Twiggy, trop belle. J'avais trop regretté de pas l'avoir fait avant parce que j'avais adoré avoir cette coupe de cheveux, bizarre quoi. Moi qui avais jamais eu les cheveux courts. Et rapidement, quand les cheveux ont commencé à tomber, je les ai fait tondre. Alors attention, faut pas les raser, faut tondre, c'est mieux parce qu'il faut pas se couper quand on est en chimiothérapie. Comme les défenses immunitaires, elles sont plus au beau fixe, il vaut mieux éviter, il vaut mieux éviter de se couper, des choses comme ça. Donc il vaut mieux tondre. Toi, tu étais très coquette à l'époque. Ah oui, je le suis toujours, ouais. Bah ouais, non mais ouais, j'ai toujours été coquette, vraiment toujours. Je crois que ça c'est aussi ma mère Ma mère était coiffeuse, devenue aide-soignante. Je pense qu'elle m'a beaucoup inspirée dans ma vie sans le savoir. Mais maintenant elle le sait. Mais en tout cas, je la regardais se maquiller quand j'étais petite et tout. Et du coup, moi rapidement, quand j'ai eu le droit de me maquiller, je savais me maquiller parce que ça faisait des années que je regardais ma mère faire. Du coup, j'ai toujours aimé prendre soin de moi, me préparer et tout. Et c'est vrai que ça a été la chose la plus dure quand j'ai perdu mes cheveux, c'était de redealer avec mon image. Jamais dans ta vie, tu crois que tu vas te voir sans cheveux, sans cils et sans sourcils. C'est hyper dur, quoi. Et en plus, tout le monde se ressemble, quand on a plus de cheveux, plus de cils et plus de sourcils, que tu sois un homme ou une femme, que t'aies 15 ans ou 80 ans, franchement, on a tous la même tête. Du coup, c'était de se dire, ok, comment je me réapproprie mon identité, au-delà de ma féminité ou quoi que ce soit. C'était plus mon identité en étant comme ça. Donc sortir tondu, j'ai grave assumé et adoré. Je me suis jamais sentie aussi rock'n'roll que avec les cheveux tondus. Alors je mettais des grosses boucles d'oreilles, je m'amusais avec le style quoi en gros. Par contre chauve, quand il me restait plus que 20% sur ma tête, là ça a été plus difficile, j'ai pas réussi. Je l'ai fait une fois et je me suis fait engueuler par une grand-mère qui me disait que je faisais peur aux enfants, donc je t'avoue que j'ai pas retenté l'expérience. Donc je mettais sur ma tête, donc j'avais acheté une perruque, mais j'arrivais pas à la porter, je me reconnaissais pas avec. Du coup je mettais des turbans et puis avec l'aide de ma mère, en vrai je me suis développé un petit système de fausses franges qui tenait sur ma tête qui avait pas de cheveux et par-dessus je venais nouer des turbans et je retrouvais la sensation de me coiffer. J'adorais ça. Et j'étais là, en fait je peux me coiffer même si j'ai pas de cheveux grâce à ce nouage de turban. Parce que je retrouve cette sensation de me faire un chignon, de coiffer le turban pour enlever les plis et tout. Ça avait vraiment un aspect thérapeutique. Et c'est vrai que, à l'époque, j'avais aussi un petit blog sur la gestion de la féminité, de l'identité, tout ça. Et je me mettais beaucoup en photo avec mes turbans, mes franges. J'avais tout le temps des compliments sur mon style. Donc je me suis dit, ok, si je me sors de tout ça, je le créerai pour les autres, ce petit système. Et c'est là qu'est née l'idée des frangines. Comment est-ce qu'on en arrive à créer un blog sur le cancer et la beauté ? En fait, j'avais toujours rêvé, alors j'avais décidé que j'irais au bout de mes rêves quand je suis tombée malade, parce que je savais pas comment j'allais gérer les traitements, je savais pas si j'allais m'en sortir en vrai, parce que en fait tu sais jamais jusqu'à la fin quoi. Tant que t'as pas fait tes IRM de contrôle où on te dit la tumeur diminue, tu vois, t'es toujours un peu dans l'expectative. Donc du coup je me suis dit ok, maintenant j'ai plus de temps à perdre, je veux vivre tous mes rêves. Et j'avais un rêve, c'était d'avoir un blog. J'ai eu envie de partager tous les petites astuces que je trouvais à droite, à gauche. Du style comment tu fais pour te redessiner ta ligne des sourcils quand t'as plus de sourcils. Du style j'ai la peau qui est devenue super sèche à cause des traitements, qu'est-ce que je peux mettre sur la peau. Du style j'ai plus de cils,
comment je fais pour redessiner mon regard alors que j'ai plus de cils et pour donner l'impression qu'il y a des cils, tu vois? Toutes ces questions-là que tu crois jamais un jour te poser dans ta vie, que moi je me suis posée et que je suis allée chercher un peu à droite à gauche, donc notamment auprès de socio-esthéticiennes qui sont les petites fées de la beauté dans le cadre de la maladie et qui sont des sources d'informations assez inépuisables. Donc c'est vrai que j'allais chercher un peu toutes ces tips-là et je les mettais dans des billets sur un blog avec des photos de ma tête avec les sourcils redessinés, la ligne de cils redessinée. Et puis après, je parlais nouage de turban aussi, je parlais perruque, je parlais entretien, savon, enfin je parlais tout ça, quoi. C'était vraiment un blog pour t'aider dans ton quotidien de dealer avec ton bien-être et ton image et ton identité. Voilà. Donc comme c'était assez nouveau comme blog, je me suis sentie légitime de l'écrire. Je voulais pas faire un blog de plus sur un sujet qu'on avait déjà traité ailleurs ou qu'on traitait déjà ailleurs sur un blog. Je voulais faire quelque chose d'un peu nouveau. Donc il a été assez suivi rapidement. Le bien-être, est-ce que ça fait partie du processus de guérison ? Pour moi, c'est un tout. En fait, le bien-être, il contribue au moral. Le moral, il contribue au fait que tu as la force d'aller à tes traitements. Et les traitements, ils contribuent à t'emmener vers la rémission. Et cette rémission, un jour, elle t'emmènera à la guérison. Donc pour moi, c'est un cercle vertueux qui est pas négligeable du tout. Au contraire. Et c'est vrai que à l'époque, je me disais, la beauté qui peut être quelque chose qu'on peut qualifier de futile, surtout dans ce cadre-là. Mais pour moi, elle n'était pas futile, elle était essentielle à ce moment-là. Franchement, quand je sortais dans la rue et qu'on me faisait des compliments sur mon style et qu'on n'avait pas du tout capté qu'en fait, sous mon turban et ma frange, j'étais complètement chauve, mais pour moi, c'était énorme parce que les gens, ils étaient à des années-lumière de se dire qu'en fait, j'étais chauve et surtout, ils n'avaient pas remarqué que j'étais malade. Moi qui étais dans un combat, j'étais en mode Xena la guerrière, j'avais pas du tout envie qu'on me regarde avec compassion, mais là, qu'on me regarde en me trouvant jolie, franchement, ça booste l'ego, ça fait du bien, ça fait juste du bien, quoi. Et ça contribuait au fait que, je suis toujours sortie la tête haute. Et puis, en plus, plus mon nœud, il était gros et plus j'étais contente. Parce que, je sais pas, de perdre mes cheveux, de me retrouver dans cette situation, ça m'a complètement désinhibée, en fait. Sur mon style, sur plein de choses. Je me suis dit, de toute façon, on s'en fout. Qu'on me regarde parce que j'ai du style et tout, ça me va en fait. Je préfère ça plutôt qu'on me regarde parce que on a capté que j'étais malade alors que j'étais jeune, tu vois. Voilà. Donc ça m'a vraiment donné je sais pas, je me suis enfin donné le droit d'être qui je voulais. C'est-à-dire quand j'étais juriste, j'étais un peu tatouée mais ça se voyait pas. J'étais un tout petit peu, vraiment j'avais 3 tatouages je crois. Mais je m'interdisais d'en faire parce que j'étais dans un métier où c'était pas très conventionnel. Et pareil sur le style, j'étais toujours petit pantalon chemise, petite robe, petit talon et tout. C'était pas moi ça. Hein. Moi tu me vois au quotidien, je suis pas du tout comme ça quoi. Et c'est vrai que ça m'a permis d'être enfin qui je voulais être, enfin qui j'étais en vrai, pas qui je voulais être, mais qui j'étais. De pouvoir vraiment m'assumer. À quel moment est-ce que tu t'es dit que tu allais commercialiser ton concept de turban ? Alors clairement pas tout de suite. Au départ, je m'étais créé ça pour mon propre confort. Mais à force d'avoir des compliments, je me suis dit ok, je vais le créer pour les autres. Mais à une seule condition, c'est que comme face à l'adversité, on est tous sur la même marche, je voulais que ça puisse être accessible à absolument tout le monde en termes d'accessibilité financière. Je voulais pas que ce produit soit réservé qu'à une certaine catégorie de personnes. Je voulais pas qu'il y ait distinction de classe sociale. Je trouvais trop triste, moi, quand j'allais à ma cure de chimiothérapie, de presque comprendre la condition sociale des gens en regardant l'état de ce qu'ils avaient sur la tête, quoi, de la prothèse capillaire qu'ils avaient sur la tête. Donc, j'avoue que je me suis dit, ça, c'est la condition sine qua non. Donc, ça m'a bien servi d'être juriste à ce moment-là. Parce que du coup, faire des dossiers, faire des présentations, tout ça, je savais faire. Et donc, j'ai obtenu la prise en charge sécurité sociale sur ma création. Est-ce que ça a été compliqué de créer les frangines ? Avril 2016 à peu près. Là, j'étais en immunothérapie. Je finissais l'immuno en juillet. Donc, je commence un peu à aller à la rencontre des banques et je me rends compte que je suis pas accessible à l'emprunt. Je peux pas accéder à l'emprunt bancaire parce que j'ai eu un cancer et parce que je peux pas être assurée pour cet emprunt. Et ça pendant 10 ans. À l'époque, c'était 10 ans. Depuis quelques années, là, c'est passé à 5 ans. À l'époque, c'était 10 ans.
Du coup, je me dis, ok, comment on fait dans ce cas-là? Je rencontre des gens qui sont devenus des gens très importants, avec qui je suis toujours très, très proche, hein. Notamment Marie Faguet, une dame qui m'a aidé à créer l'entreprise, en gros. Elle fait partie d'une association qui s'appelle BGE. C'est pour aider des entrepreneurs à se lancer. Et en fait, on cotise tous à ce genre de choses, à notre OPCO, si on veut, pour monter sa boîte. On peut bénéficier d'un accompagnement qui est financé, en fait. Et donc, je rencontre cette personne, j'explique mon projet, tout ça, et elle m'accompagne sur les débuts. C'est-à-dire, moi, je savais pas faire de serait-ce qu'un business plan. Genre, tu me disais, vous avez un BP, je savais même pas ce que ça voulait dire BP. En fait, j'étais pas du tout dans ces considérations. Donc, elle m'a vraiment, en fait, je la voyais toutes les semaines, et chaque semaine, j'avais un devoir, en gros, à rendre sur l'avancement de mon projet. Et elle m'a guidée, et grâce à ça, en fait, on arrivait à remplir ce fameux business plan pour savoir combien d'argent j'avais besoin pour monter le projet des Frangines. Et une fois qu'on a eu le montant et qu'on s'est pris des claques au niveau des banques, on s'est dit ok, heureusement il existe d'autres systèmes, et à l'époque c'était le crowdfunding, donc le financement participatif sur internet. Et on a eu 1000 contributeurs, donc ça c'était bien parce que ça m'a permis de voir que le projet il suscitait de l'intérêt. Qu'il y avait des gens qui s'attendaient à ce qu'on peut-être un jour on crée un choix supplémentaire par rapport à ce qui existait actuellement. Donc on avait les turbans et les perruques, mais on n'avait pas un mix des deux. Donc je suis venue apporter ce choix supplémentaire quand on n'a pas choisi la maladie. Au moins, si on peut avoir un peu plus de choix, c'est cool. Et donc on a réussi à lever 35 000 € en 45 jours. Ouais. J'ai pu créer mon site internet, lancer ma première production de franges et de bonnets, faire ma première collection. C'est une contribution qui était gratuite, entre guillemets, ou est-ce qu'il y avait une contrepartie? Il peut y avoir des contreparties, mais on va dire que la plupart des gens ne m'ont pas demandé de contrepartie. Et j'espère qu'ils sont contents, tous ces gens, parce qu'ils ont cru en mon projet, ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné de l'argent, et 10 ans après, on est encore là, et on aide encore des gens, et on est mécène de la recherche contre le cancer, à qui on a reversé plus de 40 000 € à date. Donc j'espère que ces gens qui ont contribué, ils sont contents de l'avoir fait, parce que ils ont permis à des gens d'avoir mes produits. Et aujourd'hui, on a aidé plus de 20 000 personnes à travers le monde, et j'espère qu'ils sont fiers de ça, parce que c'est grâce à eux, tout ça. C'est grâce à leur contribution et leur générosité. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi, les Frangines? Pour moi, c'est une mission de vie, ce que je fais avec les Frangines, c'est vraiment devenu une mission, et c'est pour ça que je l'ai fait, et que je reste, et que des fois, il y en a qui disent, mais pourquoi tu continues? C'est pas dur d'être dans le cancer et tout, mais pas du tout. Vraiment, c'est quelque chose aujourd'hui dont je ne pourrais plus me passer. D'aider les autres à travers mes créations. Et c'est vrai que ces personnes qu'on aide en plus, elles nous font toujours des petits, elles nous font toujours des petits mots trop mignons, elles nous envoient des petites photos et tout. Franchement, tu te dis waouh. Je suis tellement heureuse de faire ça parce que ça paraît rien ce que je fais, des petites franges et des petits turbans, mais en vrai, pour toutes ces personnes qui m'écrivent, un jour il y en a une qui m'a dit: Julie, je viens d'apprendre que j'ai un cancer, et en fait, ça fait 1 semaine que je suis au fond du seau, et du coup, je suis allée voir un peu sur internet à quoi j'allais ressembler quand j'allais perdre mes cheveux, tout ça, c'était vraiment difficile, puis je suis tombée sur votre site, et je voulais juste vous dire merci, parce que grâce à vous, j'ai moins peur. Et rien que ça, pour moi, c'est la plus belle et grande des récompenses, et je me dis que tous les jours, si je me lève, c'est juste pour ça. J'ai tout gagné, parce que la difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir se faire connaître, parce que heureusement dans mon travail et dans ma mission, il n'y a pas de fidélité, et on n'en veut pas, parce que ce qu'on veut, c'est que les gens, ils aient besoin de nous à un instant T, et puis après, ils aient plus jamais besoin de nous. Mais du coup, la difficulté, c'est de se faire connaître par toutes les autres personnes qui auraient besoin de nous à cet instant-là. Merci infiniment à Julie d'avoir partagé avec nous son incroyable parcours avec autant de sincérité, mais l'histoire ne s'arrête pas là car dans quelques semaines, nous parlerons d'un tout autre chapitre de sa vie, sa maternité surprise dans un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram à Hello Bloom officiel pour continuer la discussion, partager vos ressentis et découvrir bien d'autres informations. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle histoire, une nouvelle voix inspirante et un nouvel épisode de Hello Bloom. Merci à tous d'avoir été à l'écoute et à très vite.